Bonsoir chers internautes, bienvenue à cette nouvelle conférence QuidQuam, la deuxième de la saison. Ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Doll qui va nous parler de l'origine de l'univers. Mais avant de vous le présenter, je voudrais remercier au nom d'Unicial, l'Université des Sciences en ligne, qui organise cette conférence. Je voudrais remercier donc nos principaux partenaires, et notamment l'Université de Lille, et en particulier le SEM, le service multimédia de l'université, qui assure tous les moyens techniques de cette diffusion. Je remercie également nos autres partenaires, Universcience, Indesciences et la Société française de physique. Et donc je souhaite la bienvenue à tous les internautes qui nous suivent. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur Twitter avec le hashtag QuidQuam et notre invité y répondra à la fin de sa conférence. Donc comme je vous le disais, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Doll, qui est professeur à l'Institut d'astrophysique spatiale, un laboratoire de l'Université de Paris-Sud à Orsay et du CNRS. Hervé Doll est également professeur à l'Institut universitaire de France. Hervé, bienvenue sur le plateau des conférences QuidQuam. Tu es donc là pour nous parler de la nuit. Celle que, malheureusement, la plupart d'entre nous ne peuvent plus très bien voir, notamment à cause de la pollution lumineuse. Je veux parler, bien sûr, de la nuit constellée d'étoiles, avec un titre en forme de question toute simple, « Pourquoi la nuit est-elle noire ?» Et je pense que le sous-titre de ta conférence, « Les origines de l'univers et le satellite Planck », nous laisse déjà entrevoir que la réponse va être passionnante. Hervé, je te laisse la parole. Merci Daniel, bonsoir à tous. En effet, ce soir nous allons aborder un thème de cosmologie, c'est-à-dire l'étude de l'univers dans son ensemble et l'étude physique, avec cette question simple mais néanmoins profonde, pourquoi la nuit est-elle noire? Et nous verrons que cette question nous amènera à la quête des origines de l'univers. Alors pourquoi la nuit est-elle noire? Je vais aborder ça tout d'abord avec cet aspect un peu, disons, naïf et néanmoins profond. Je parlerai ensuite dans la deuxième partie de l'histoire de l'univers telle que les astrophysiciens et les cosmologistes la voient aujourd'hui. Et puis le principal de mon discours concernera la partie 3 qui s'appelle les vibrations dans l'univers et ce que l'on en observe avec le satellite Planck. Et puis je parlerai à la fin d'un petit résultat récent. Donc pourquoi la nuit est-elle noire? On peut déjà, même si en cette saison avec un temps parfois gris on ne voit pas le ciel et puis il y a de la pollution lumineuse, on peut néanmoins parfois voir le ciel étoilé, tel que sur l'image qui est montrée ici, que j'ai prise à l'Observatoire de Haute-Provence avec des étudiants, où on voit un ciel rempli d'étoiles, avec une coupole devant, et puis un petit laser LIDAR pour sonder la haute atmosphère aussi devant, qui n'a rien à voir avec mon propos, mais qui est joli sur l'image. On voit qu'entre les étoiles, finalement, le fond du ciel est noir. Voilà, la nuit est noire. Je crois que ça n'étonnera personne si je fais cette affirmation. D'autres images le montrent, images que j'ai prises à d'autres endroits l'été. La nuit est noire. On peut néanmoins se poser la question, et c'est celle que je pose à mes étudiants en général, avec lesquels je fais les calculs. On peut calculer la probabilité de voir sur une ligne de visée, c'est-à-dire un endroit tiré au hasard dans une direction dans le ciel, la probabilité de trouver une étoile. En utilisant un modèle très simple, voire simpliste, on peut, sous certaines conditions, le calculer simplement et montrer que la probabilité de trouver une étoile n'importe où, sur n'importe quelle ligne de visée, est 1. C'est-à-dire qu'on peut, par le calcul, montrer qu'en fait, il y aura toujours une étoile, quel que soit l'endroit où on regarde. Si on considère un univers homogène, enfin avec des hypothèses quand même simplifiées. Dès lors, se pose la question qui a été posée depuis finalement l'Antiquité, enfin peut-être pas l'Antiquité, mais en tout cas le XVIe siècle. Pourquoi la nuit est-elle noire si à chaque endroit dans le ciel on tombe au bout d'un moment, alors peut-être très loin, enfin un moment long, sur une étoile? En d'autres termes, pourquoi la nuit n'est-elle pas aussi brillante que le jour? Alors c'est résumé sur le graphe, enfin sur l'image qui est présentée ici à l'écran. Il s'agit de la même scène, c'était prise à la campagne, dans le Lot, la même scène qui représente la nuit sur le pourtour, et puis la même scène prise de jour avec le centre. Alors, on reconnaît l'arbre ici, puis la petite maison à droite. Donc la question revient à pourquoi le ciel nocturne est-il noir constellé d'étoiles et pas aussi brillant que le soleil à cause de la quantité incroyablement grande d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Ce paradoxe, en fait, c'est plus une énigme et un mystère qu'un paradoxe, mais enfin, historiquement, ce questionnement a pour nom le paradoxe d'Olbers. On devrait l'appeler le paradoxe de Cheseaux-Olbers, du nom des scientifiques qui s'y sont frottés. Je vais vous expliquer dans quelques secondes pourquoi ce paradoxe, la nature de ce paradoxe, comment on l'a résolu ou pas. Mais en fait, aujourd'hui, la science contemporaine nous montre que finalement, ce paradoxe pourrait être encore plus important. En effet, on sait que les étoiles ne constellent pas la totalité de notre univers. On sait aujourd'hui que les étoiles sont concentrées dans des galaxies.
Et l'image que vous voyez peut-être en incrustation à droite représente l'image du fond du ciel, prise aujourd'hui par le télescope spatial Hubble, et qui montre que chaque coin du ciel, c'est-à-dire chaque coin sombre du ciel, là où il n'y a pas d'étoiles visibles, est en fait constellé de galaxies, de milliards et de milliards de galaxies. C'est l'image qui est représentée ici, en zoom. Cette image a été prise par le télescope spatial Hubble, il y a peu de temps, et représente l'image la plus profonde jamais effectuée dans le visible et le proche infrarouge. Et tous les points lumineux que vous voyez sur cette image sont des galaxies. Une galaxie, c'est un ensemble de milliards et de milliards d'étoiles, typiquement de puissance 11, hein, pour faire simple. Il y a aussi d'autres choses, de la matière noire, de la poussière, mais j'y reviendrai plus tard. Mais il y a ce sont vraiment des concentrations d'étoiles. Et on voit que plus on regarde loin dans l'univers, donc dans le passé, hein, du fait de la finitude, de la vitesse de la lumière, plus on voit de galaxies. Et le ciel est constellé de galaxies. Donc le problème revient aujourd'hui dans la science contemporaine. Hein, pourquoi la nuit est-elle noire? Parce que le fond finalement est constellé de galaxies qui chacune contiennent des milliards et des milliards d'étoiles. Donc le problème est assez aigu, hein, et on en a des traces dans la littérature scientifique depuis le XVIe siècle. Et le XVIIe siècle, avec Digges, Chezeaux notamment, Edmund Halley, et puis le problème a été, disons, assez bien mis en forme par Chezeaux et puis par Olbers, donc Chezeaux au XVIe siècle, un Suisse, et Olbers, un médecin allemand, d'ailleurs, il n'était pas astrophysicien, au XIXe siècle. Alors, ce qui est intéressant avec ce problème, ce paradoxe, c'est que sa formulation et sa résolution dépendent de l'époque à laquelle nous nous trouvons. Parce que les idées évoluent, mais surtout, la science évolue. Alors, on va se placer au début du XXe siècle, là où, disons, le problème a été résolu pour la première fois, avec, disons, parce qu'on ne connaissait pas l'existence vraiment des galaxies, on pensait que l'univers était homogène et qu'il n'y avait pas de galaxies, il n'y avait juste que des étoiles. Et donc, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, le problème de la nuit noire se posait en termes suivants. Voilà, pourquoi la nuit est-elle noire? À cause de la quantité invraisemblable d'étoiles qui s'y trouvent. Eh bien, la première réponse satisfaisante scientifiquement provient non pas d'un scientifique, mais bien d'un poète, Edgar Poe, au milieu du XIXe siècle, qui a eu, peut-être pas pour la première fois, mais qui en tout cas pour la première fois l'a explicité clairement dans un de ses ouvrages, le poème en prose Eureka, qui a explicité le début de réponse scientifique, qui s'est avéré exact. Il s'est dit, en fait, les étoiles ne sont peut-être pas éternelles dans l'univers. Il faut se rappeler, hein, au XIXe siècle, même au début du XXe siècle, les gens pensaient que l'univers était éternel. Einstein lui-même avait dû mettre des constantes dans ses équations pour inhiber l'expansion de l'univers qui dérivait de ses équations et même des observations au bout d'un moment. Mais à l'époque, fin 19e, début 20e siècle, on ne savait pas que l'univers était en expansion, on pensait qu'il était statique et éternel. C'était la conception scientifique des gens de l'époque. Et donc, Edgar Poe s'est dit, si l'univers est statique, le seul moyen de ne pas remplir la nuit de lumière, c'est simplement d'indiquer que les étoiles n'ont pas une durée de vie infinie, mais bien une durée de vie finie. Et pendant leur temps de vie fini, les étoiles ne créeront pas suffisamment de lumière, et donc ça ne remplira pas l'univers de lumière. Voilà. Donc Edgar Poe avait trouvé la solution, qui est que finalement, les étoiles ont une durée de vie finie. Alors c'était une intuition, mais Lord Kelvin, fin 19e, début 20e siècle, qui est un grand scientifique, a mis cette hypothèse en calcul et a prouvé qu'effectivement, la durée de vie finie des étoiles permettait d'expliquer que la nuit puisse être noire, parce qu'en fait, même s'il y avait une grande quantité d'étoiles, elles ne vivaient pas suffisamment longtemps pour éclairer et remplir l'univers d'une lumière uniforme qui pourrait illuminer la nuit. Donc le problème de la nuit noire, finalement, a été en partie résolu au début du XXe siècle par cette histoire de durée de vie finie des étoiles, même si Kelvin s'était un peu trompé sur l'origine physique du mécanisme d'illumination des étoiles. Il ne connaissait pas l'énergie thermonucléaire à l'époque, mais c'est pas grave, ça ne changeait pas énormément les ordres de grandeur. Voilà, donc au XIXe siècle, début XXe, tout était résolu. Il n'y avait pas assez d'étoiles et elles ne vivaient pas assez longtemps pour remplir de lumière l'univers. Formidable. Il se trouve qu'au XXe siècle, il y a eu de nouvelles observations, notamment par l'américain Edwin Hubble et d'autres dans les années 1920, où on a montré que d'abord il y avait l'existence des galaxies, c'est-à-dire de systèmes de milliards de galaxies en dehors de notre Voie lactée, à des distances de millions et de milliards d'années-lumière, mais en plus que ces galaxies s'éloignaient de nous de plus en plus vite à mesure qu'elles étaient éloignées. C'était la
caractérisation de l'expansion de l'univers. On avait découvert dans les années 1920-1930 que l'univers était en expansion. On ne savait pas pourquoi, mais on avait découvert ça. Et donc, ça a posé beaucoup de problèmes conceptuels. Pourquoi sommes-nous dans un univers qui s'expand? Ça s'expand dans quoi? Pourquoi? Alors en fait, l'univers ne s'expand pas dans quelque chose, hein, c'est l'univers entier qui s'expand. Et donc, il n'y a pas de problème. Enfin, les équations mathématiques, là, sont tout à fait claires là-dessus. Hein. On ne s'étend pas dans quelque chose, c'est tout l'univers qui s'étend. C'est un peu difficile à imaginer, mais les équations sont très claires à ce sujet. Donc, la difficulté est plus d'ordre de vulgariser ce concept que le concept lui-même. Donc, l'univers est en expansion. Et plusieurs scientifiques, dont Georges Gamow, à la fin des années 1940, se sont posé la question de « Et qu'est-ce qu'on fait si le film est tourné à l'envers? Enfin, si on retourne le temps en arrière ?» Vous avez un univers en expansion, formidable, mais maintenant, si on regarde l'histoire en arrière, eh ben, l'univers était un peu plus concentré à un temps reculé. Alors là, on parle de milliards d'années, hein. D'ailleurs, on ne savait pas trop à l'époque. Et donc, Gamow a été un des premiers à se demander qu'est-ce qui se passait si on regardait, enfin, si on se pose la question de comment était l'univers dans le passé. Vu qu'il était en expansion, dans le passé, il était plus concentré, plus dense. Et il a fait le calcul, au bout d'un moment, l'univers devenait tellement dense et chaud, alors j'ose pas dire petit, parce qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment de taille, il s'agit de densité et d'espace physique, hein, parce que si je dis taille, on a l'impression qu'il s'étend dans quelque chose d'extérieur, mais je vous ai expliqué que ce n'était pas le cas, donc j'ose pas utiliser le terme de taille, mais on a quand même cette idée en tête, hein, même si je n'ose pas le dire, pour être précis. Donc l'univers était en tout cas plus dense, ça c'est certain, et au bout d'un moment, il était tellement dense qu'il était très 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 chaud, jusqu'à avoir une densité de type atomique et une énergie propre à finalement annihiler les atomes. Et tous ces travaux ont eu lieu au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas étonnant, parce qu'il y a eu tous ces efforts scientifiques et techniques pour comprendre l'atome et pour domestiquer l'atome, alors à des fins civiles et militaires, hein. Mais en tout cas, la connaissance de la matière a vraiment été augmentée, il y a eu des progrès impressionnants à cette époque-là. Et donc Gamow s'est posé cette question, comment était l'univers aux premiers instants, et il s'est rendu compte qu'il était très très chaud et très dense. Et là, il a eu j'ose pas dire cet éclair de génie, mais en tout cas cette clairvoyance pour dire, eh bien en physique, quand un gaz, parce que finalement l'univers à cette époque-là peut se modéliser comme un gaz de particules et de lumière, très dense et très chaud. Quand un gaz est très dense et très chaud, et qu'il est à l'équilibre thermodynamique, en gros que la température du rayonnement et de la matière est la même, pour faire simple, eh bien, il y a un rayonnement dont la caractéristique est spéciale, on appelle ça un rayonnement de corps noir. Et ce rayonnement de corps noir, donc c'est juste un rayonnement qui a une certaine luminosité en fonction de la fréquence, ou de l'énergie, ou de la couleur, ou de la longueur d'onde à laquelle on regarde, hein, tout ça est à peu près pareil. Eh bien, ce rayonnement reste le même, quelles que soient les époques de l'univers. Alors le rayonnement se refroidit, bien sûr, hein, parce que l'univers s'expand, et un peu comme dans un gaz dans un réfrigérateur, hein, détente Joule Thomson. Quand un gaz se détend, il se refroidit. Vous avez peut-être fait l'expérience vous-même dans votre cuisine ou avec votre déodorant, hein. Si vous avez du gaz en bonbonne, un déodorant ou une mousse à raser ou que sais-je, ou même de la chantilly, si vous appuyez trop longtemps et que tout sort, et ben vous verrez que la bouteille est froide, hein. Et ben c'est pareil, c'est parce que votre gaz se détend. L'analogie s'arrête ici, parce que votre gaz s'étend à l'extérieur. Là, il n'y a pas d'extérieur, je vous ai expliqué. Donc c'est vraiment l'univers lui-même qui se détend, sa densité décroît, et donc la température aussi par ce même fait. Donc l'univers s'expand, se refroidit, mais garde cette propriété de rayonnement. Et donc Gamow était le premier à prédire, si notre univers est en expansion et qu'il a été chaud et à l'équilibre thermodynamique, c'est presque un détail, on devrait voir dans l'univers un rayonnement résiduel, ce rayonnement cosmologique qui doit baigner tout l'univers. Et donc en fait Gamow a quelque part prédit que la nuit n'était pas noire. Alors elle est noire à nos yeux, ça je ne vais pas revenir là-dessus, je suis d'accord avec tout le monde, la nuit est bien noire pour nos yeux, mais ce que je prétends là à l'instant, c'est que pour des yeux qui seraient sensibles à d'autres ondes que les ondes lumineuses dans le domaine visible, eh bien la nuit n'est pas noire, l'univers est baigné d'un rayonnement qu'on appelle le rayonnement cosmologique et qui est le résidu du Big Bang. Donc en fait, se poser la question de la nuit noire revient à poser la question de l'origine de l'univers, de son expansion et du rayonnement ou pas qui baigne notre univers. C'est pour ça que cette question finalement est très, très riche et très fertile en questionnements très profonds
sur la nature physique de notre univers. Et pour répondre scientifiquement à ces questions, alors maintenant on revient au XXe siècle et au XXIe, il faut invoquer des théories physiques extrêmement modernes, hein, la physique quantique, la physique statistique, la relativité générale, enfin toutes les théories qui ont façonné notre XXe siècle et puis nos idées récentes. Alors, depuis les années Hubble et Gamow, donc typiquement la première moitié du XXe siècle, il y a eu des progrès fantastiques que je vais vous raconter maintenant et qui sont en lien avec la nuit noire, puisque maintenant, on imagine que la nuit n'est pas noire et on va essayer de rechercher ce rayonnement relique qui est finalement la preuve du Big Bang, ou pas, si on ne le trouve pas, mais qu'a prédit Georges Gamow et d'autres collègues à la fin des années 1940, la décennie 1950. Alors, Gamow avait fait ses prédictions théoriques, d'autres collègues aussi avaient fait des prédictions, et d'autres astrophysiciens, devrais-je dire, et certains astrophysiciens ont recherché la preuve, donc par l'observation, la preuve d'un rayonnement très faible qui baignerait notre univers, et donc qui serait la preuve du Big Bang par ce rayonnement très très froid, hein, parce qu'entre-temps l'univers s'est beaucoup détendu, s'est beaucoup expandu. Eh bien, la découverte incombe à d'autres gens. Il s'agit ici d'Arno Penzias et Bob Wilson, qui en 1964 s'intéressaient à mettre les détecteurs les plus sensibles au monde sur le ciel. Ils utilisaient un radiotélescope un peu spécial qu'on voit sur l'image en bas à droite. C'est les premiers radiotélescopes. Il faut se souvenir qu'à l'époque, en fait, eux, ils étaient intéressés aux communications avec les satellites en orbite. Il n'y avait pas d'orbite géostationnaire. En 1964, l'humanité était devenue spatiale que depuis quelques années. Hein. Vous vous rappelez peut-être de Sputnik 1957. Donc en 1964, il n'y avait pas encore de satellite géostationnaire. Donc pour suivre les satellites en orbite basse, qui passait en quelques minutes, hein, une orbite en 90 minutes, il fallait des gros systèmes d'antennes qui tournent en même temps que le satellite qu'on voulait capter pour faire des communications transatlantiques notamment. Donc ils utilisaient ce gros radiotélescope, là, la lumière arrivait par là, les ondes radio arrivaient par là, étaient reflétées à l'intérieur, et c'est là qu'ils avaient leur super détecteur. Et très vite, ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit problème. Il captait le rayonnement du ciel, donc de l'atmosphère, qui rayonne un peu, parce que l'atmosphère n'est pas froide, hein, elle n'est pas au 0 degré absolu, donc elle a un rayonnement radio. Il captait aussi l'émission de la Voie lactée, notre galaxie, mais ils avaient toujours un petit décalage, un signal qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Pourtant, ils connaissaient très bien leur détecteur, qui était refroidi à l'hélium liquide. Alors, ne sachant pas, ils ont émis plusieurs hypothèses. Ils se sont dit d'abord, c'est peut-être les fientes de pigeons qui sont dans le télescope, parce qu'il y avait, en fait, il y avait plein de pigeons. Ils se sont dit, on a peut-être découvert l'émission millimétrique micro-ondes des fientes de pigeons. Donc, ils ont envoyé des gens nettoyer le radiotélescope, c'est l'image qu'on voit en haut. Et toujours pareil, il y avait toujours ce rayonnement bizarre qui était là. Alors après, ils se sont dit, c'est peut-être un rayonnement inconnu qui vient soit de la Voie lactée, soit du fond de l'univers, soit peut-être du système solaire. Donc ils ont attendu 6 mois, parce qu'en 6 mois, la Terre fait une demi-orbite, et on voit une autre partie du ciel. Donc ils ont fait des mesures 6 mois après, pour voir s'il y avait une anisotropie, comme on dit, c'est-à-dire une différence de rayonnement, si ça vient du ciel. Et ils ont observé exactement la même chose. Donc soit ça venait du ciel et c'était à très grande échelle, soit ça venait de leur détecteur, mais ils avaient fait des tests en laboratoire qui prouvaient que ça ne pouvait pas être leur détecteur. Donc ils sont allés voir leurs collègues de Princeton. J'ai oublié de dire que Penzias et Wilson bossaient pour les Bell Labs dans le New Jersey. Ils sont allés voir leurs collègues de Princeton et qui leur ont dit, qui eux cherchaient ce rayonnement, ils étaient au courant des travaux de Gamow, et ils leur ont dit, vous avez découvert la preuve du Big Bang, vous avez découvert le rayonnement cosmologique, ce rayonnement relique, ce résidu du Big Bang, ce résidu lumineux que l'on observe bien refroidi aujourd'hui à la température équivalente de 3 degrés Kelvin, 3 Kelvin, ce qui équivaut à peu près à moins 273 degrés Celsius. Parce qu'à tout rayonnement, vous pouvez associer une température. Donc là, c'est cette propriété qu'on utilise. Alors ce qu'ont observé Penzias et Wilson est représenté sur cet ovale. Ils ont observé, alors ils n'ont pas observé tout le ciel, mais ils auraient pu observer la totalité du ciel qu'on représente sous forme d'ovale, un peu comme en haut on représente la Terre sous forme d'ovale. Hein. Vous savez, la Terre est un globe, ce n'est pas une sphère exacte, mais on peut le schématiser sous forme de sphère. Et pour représenter une carte, eh ben, on projette la sphère sur un plan pour faire un globe comme ça, sous forme d'ovale. Et ben, on fait pareil avec le ciel. Hein. Si vous prenez des images du ciel autour de vous, enfin si vous êtes dans l'espace c'est plus simple, mais vous obtenez une image d'une boule à l'intérieur de laquelle nous sommes, c'est juste une représentation bien sûr, et ben vous représentez cette boule sous forme d'ovale.
Et donc ce qu'ont observé Penzias et Wilson dans les années 64-65, c'est le rayonnement complètement homogène du résidu du Big Bang, qu'on appelle le fond cosmologique, d'une température équivalente à 3 Kelvin. C'est une découverte majeure qui leur a valu le prix Nobel quelques années plus tard, qui en fait est l'une des preuves observationnelles du Big Bang. Alors maintenant, on va faire un zoom sur cette image qu'auraient pu obtenir Penzias et Wilson. On va faire un zoom non pas sur une région particulière du ciel, mais on va faire une zoom en intensité. On va regarder les petites vagues, les infimes vagues qu'il y a sur cette image, s'il y en a. Et on va zoomer d'un facteur presque 1 million. On ne va pas regarder 1 degré, pas 1 millidegré, mais on va regarder quelques dixièmes de millionièmes de degré pour voir ce qui se passe. Et nous allons découvrir des petites fluctuations. Ah, zut, alors je vais vous les amener juste après. C'est pas grave, je me suis trompé. Je vous les montrerai juste après. On va découvrir ces fluctuations qui ont été observées avec le satellite Planck et qui nous renseignent sur l'origine de l'univers. Alors pourquoi, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui sur la connaissance de notre univers? Je vous fais ici un résumé, 30 secondes de l'histoire tumultueuse de 13,8 milliards d'années d'histoire de l'univers. On commence à gauche avec l'inflation cosmique. On pense que l'univers s'est expandu d'une manière très très forte et très très intense pendant les à peu près 10-35 secondes du début pour projeter à des échelles macroscopiques des fluctuations quantiques microscopiques, ce qui a le bon goût de résoudre une bonne partie des problèmes théoriques et observationnels que nous avons ensuite. L'univers donc se refroidit à mesure qu'il s'expand. Et arrive un moment où la température de l'univers est de l'ordre de 3000 degrés. Donc, durant les tout premiers instants, jusqu'à peu près 400 000 ans après le Big Bang, se forme la matière, le rayonnement et d'autres particules, les neutrinos, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la baryogénèse. Donc toutes les particules que nous connaissons, enfin les particules élémentaires que nous connaissons sont formées à cette époque-là. Ensuite, il y a une transition très importante qui est vers 3000 degrés, quand l'univers devient transparent. C'est-à-dire que la lumière peut se libérer. Je vais y revenir juste après. Et c'était une transition très importante parce que, avant donc, cette transition, nous ne pouvons pas voir ce qui se passait dans l'univers avec la lumière, parce que l'univers était opaque. Ensuite, en revanche, la lumière peut se propager librement et nous pouvons avoir donc, des indications sur l'état de l'univers. Donc après à peu près 380 000 ans, c'est ce qu'on appelle le découplage rayonnement-matière, et donc l'émission de ce fond cosmologique qu'ont découvert Penzias et Wilson. Arrive une époque que l'on ne comprend pas très bien, en fait on ne comprend pas tout, mais qu'on appelle les âges sombres, c'est-à-dire c'est la période où l'univers est rempli d'hydrogène, mais où les premiers objets ne se sont pas encore formés. Et puis ensuite, les premiers objets apparaissent, on ne sait pas trop si ce sont des étoiles, probablement, mais qui sont déjà dans des ensembles qui deviendront des galaxies. L'univers s'allume sous forme d'étoiles, et puis est rayonisé, donc premières étoiles et rayonisation. Et puis ensuite, l'univers se structure en forme de galaxies, d'amas de galaxies bien sûr, mais de galaxies au sein desquelles se forment des étoiles, et puis après des systèmes planétaires, etc., et la vie. Et donc nous sommes ici à 13,8 milliards d'années. Alors cette vision, ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment de la science. Nous avons un modèle, je vais l'évoquer après avec les résultats du satellite Planck. C'est un modèle qui a non seulement survécu à toutes les observations, mais vraiment toutes, mais qui en plus a eu un pouvoir prédictif, c'est-à-dire que ce modèle a prédit des choses qui ont ensuite été observées. Donc c'est un modèle qui s'accorde très bien des données. Ce modèle n'est néanmoins pas parfait, on sait qu'il y a des problèmes, mais à ce jour, ce modèle n'a jamais été mis en défaut de manière vraiment importante. C'est pour ça qu'on le garde. On appelle ça le modèle standard du Big Bang, ou modèle de concordance, ou modèle standard. Et donc, si vous avez une idée d'un nouveau modèle ou d'une nouvelle théorie, pas de problème, venez la confronter aux dizaines et aux dizaines d'observations très contraignantes que nous avons, par plusieurs satellites ou par plusieurs expériences. Et si votre nouveau modèle survit, eh bien très bien, on le prendra avec joie. Mais jusqu'à maintenant, voilà, on n'a pas trouvé mieux que le scénario du Big Bang, qui est en fait une collection de différents modèles et de différentes étapes, mais que l'on réunit sous le vocable de modèle standard de Big Bang. Alors si je reviens à cette transition importante qu'est la transition de la recombinaison, à gauche on représente l'univers à peu près tel qu'il était juste avant cette recombinaison, donc disons, pour fixer des chiffres, à peu près 300 000 ans après le Big Bang. Les gros symboles représentent, les gros ronds représentent les protons,
les petits ronds, les électrons, et puis les traits, les trajets de la lumière, les photons. On voit que quand l'univers est opaque, à gauche, donc opaque ne veut pas dire noir, hein. Opaque veut dire que la lumière ne se propage pas bien, un peu comme dans un brouillard aujourd'hui. Quand l'univers est opaque, la lumière ne se propage pas en ligne droite. Elle se propage par à-coups, et elle met beaucoup de temps pour aller d'un endroit à un autre. Elle est diffusée, ce qu'on appelle diffusée par les électrons. Ça, c'est quand l'univers est chaud, parce qu'il y a des électrons libres. Et la lumière aime interagir avec les électrons. Quand on est un peu plus tard, par exemple 500 000 ans après le Big Bang, eh bien l'univers est un peu plus froid, et ce faisant, les électrons ont pu s'accoupler avec les protons pour former des atomes d'hydrogène, c'est ce qu'on voit, et donc il n'y a plus d'électrons libres. En fait, la lumière n'a plus assez d'énergie pour ioniser les atomes d'hydrogène, donc les atomes d'hydrogène restent tranquillement chacun dans leur coin, et comme il n'y a plus d'électrons libres, eh bien la lumière peut se propager en ligne droite, c'est ce qu'on voit sur la partie droite du schéma. La lumière se propage, et donc l'univers est transparent au rayonnement, la lumière peut se propager librement. Et bien, cette transition d'un univers opaque à un univers transparent, c'est cette transition très importante pour nous, qu'on appelle recombinaison, et c'est la lumière, quand elle est libérée une fois pour toutes, c'est cette lumière qu'on voit aujourd'hui, qu'on appelle fond cosmologique. Et donc, cette lumière nous renseigne sur l'état de l'univers, pile à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important pour les cosmologistes. Alors, j'aime bien donner cette analogie entre l'univers au moment du fond cosmologique, qui est représenté sur l'image de gauche, où on voit les observations de Planck, un peu par anticipation. Donc c'est cette lumière qui est vraiment relâchée juste à 380 000 ans après le Big Bang. Donc on ne peut pas voir, disons, derrière ou au-delà, parce qu'en fait, tout ça, on est baigné par cette lumière dans l'univers, parce que l'univers était donc opaque. Et j'ai représenté ici en bas à droite l'image du Soleil, parce que figurez-vous qu'il se passe exactement le même procédé physique, même processus physique, aujourd'hui dans le Soleil. Je ne sais pas combien d'entre vous ont pu voir à l'intérieur du Soleil, normalement personne ne peut voir dans le Soleil, pour les mêmes raisons. Parce que l'intérieur du Soleil est opaque, parce que le Soleil est très chaud, très dense, et la lumière est constamment absorbée, diffusée et réémise par les électrons libres. Mais il arrive un moment, en surface, où il n'y a plus beaucoup d'électrons libres, en tout cas ils ne sont pas assez denses, et donc la lumière peut se propager librement, et c'est la surface du Soleil que nous voyons aujourd'hui. Et donc la physique est rigoureusement la même. On ne peut pas voir l'intérieur parce que c'est opaque et trop chaud, et il y a beaucoup d'électrons libres et de manière très dense. Donc en fait, cette surface qui nous permet, cette surface de transition, on appelle ça une surface de dernière diffusion. Et alors vous ne savez peut-être pas, mais la lumière met à peu près 100 000 ans à sortir du fond du Soleil. Alors que normalement, elle devrait mettre que, alors je n'ai pas fait le calcul, mais que enfin un temps très court, j'ose pas dire des bêtises, j'ai oublié de faire le calcul, mais elle met 100 000 ans parce que ce qui équivaut en fait à la vitesse d'un escargot. Hein. Si vous faites la distance, 700 000 km à peu près entre le centre et le bord du Soleil et 100 000 ans, en fait la lumière a la vitesse d'un escargot. Mais en fait vous savez que la lumière a une célérité d'à peu près 300 km par seconde, donc elle garde toujours cette célérité, je vous rassure, mais elle fait tellement d'allers-retours, elle est tellement diffusée, donc elle allonge son parcours, qui fait que ça met 100 000 ans à sortir, à cause de la densité d'électrons, pour faire simple. Il se passe exactement au niveau du fond cosmologique. Alors l'analogie se poursuit, parce que vous savez peut-être que le Soleil est une étoile qui vibre sous des modes de gravité et de pression, et grâce à la lumière que l'on observe à la surface, eh bien, on peut tracer ces modes de vibration, et c'est comme ça qu'on connaît l'intérieur du Soleil. C'est grâce aux modes de vibration qui sont finalement encodés dans la lumière du Soleil qui nous parvient, que l'on arrive à sonder l'intérieur du Soleil grâce à ces vibrations qui sont des ondes sismiques. On appelle ça l'héliosismologie. On fait pareil pour d'autres étoiles, ça s'appelle l'astérosismologie. De même que l'on connaît l'intérieur de notre planète, la Terre, alors qu'on n'y a jamais été, c'est juste dû aux ondes sismiques qui se propagent et qu'on arrive à modéliser. Et bien le Soleil, c'est pareil, on arrive à comprendre son intérieur grâce aux ondes sismiques, mais on ne met pas des sismographes à la surface, on étudie juste la lumière, parce que la lumière vibre, a des propriétés spéciales qui traduisent la vibration du Soleil. Eh bien, figurez-vous que l'on fait exactement pareil pour l'origine de l'univers. On regarde le fond cosmologique, et le fond cosmologique n'est pas réparti de manière au hasard. En fait, il traduit les modes de vibration de l'univers lui-même. L'univers, vibrait depuis l'inflation, depuis l'origine, selon ce qu'on appelle des modes propres, c'est-à-dire vibrait de manière un peu spéciale, qui dépend de sa quantité d'énergie, de la quantité de matière, du type de matière, matière noire ou matière traditionnelle.
Et en étudiant les vibrations de l'univers, on arrive à avoir sa carte d'identité. Donc en fait, cette lumière du fond cosmologique est un trésor pour les astrophysiciens et les cosmologistes, parce que cette lumière nous traduit exactement l'état de l'univers un peu de temps après le Big Bang, 300 000 ans. Alors, à quelle question cherchons-nous à répondre avec le fond cosmologique? On cherche à répondre d'abord à une question vraiment de l'origine. Pourquoi l'univers était-il homogène au tout début? En effet, on se rend compte en observant le fond cosmologique qu'il est très homogène. C'est ce que je vais vous montrer dans quelques minutes. Donc on essaie de comprendre pourquoi l'univers était très homogène alors qu'il était déjà très large et très grand. La deuxième famille de questions à laquelle on essaie de répondre, c'est plus tard, pourquoi à partir d'un univers donc très homogène qui était en place 380 000 ans après le Big Bang, on arrive à un univers très hétérogène, ici, sous forme d'amas de galaxies, et peut-être de galaxies, que l'on voit ici, qui sont des astres, enfin des structures gravitationnellement liées très importantes. On n'arrive pas à comprendre comment ces structures se forment. En effet, si on utilise juste la gravitation, en fait, l'univers n'a pas assez de temps pour former les galaxies et les amas de galaxies. C'est juste pas possible. Or, on les observe, donc il y a un vrai problème. Alors pour résoudre ces deux gros problèmes, de l'homogénéité d'une part au tout début de l'univers et de l'hétérogénéité d'autre part aujourd'hui, on invoque des modèles qui jusqu'à aujourd'hui s'avèrent, qui font des prédictions qui s'avèrent observées. Ça ne veut pas dire que les modèles sont bons, mais en tout cas que les modèles ne sont pas mis en défaut. Le premier type de modèle, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les scénarios d'inflation cosmique qui projettent sur des échelles macroscopiques les fluctuations quantiques du début de l'univers. Et donc ça explique l'homogénéité, parce que si vous avez des petites fluctuations qui sont très vite mises à très grande échelle, vous avez un univers vraiment homogène. Donc ça résoudrait ce problème d'homogénéité. Et puis pour expliquer l'univers inhomogène structuré, on invoque la présence de matière noire, une matière un peu spéciale dont on ignore tout, mais qui a une propriété assez impressionnante, et en tout cas utile, qui est qu'elle n'interagit pas avec la lumière. Et donc elle n'est pas soumise à cet effet de vibration avec les électrons. Donc la matière noire peut se condenser sous l'effet de la gravité, bien sûr, beaucoup plus tôt dans l'histoire de l'univers que la matière traditionnelle. Et ainsi, la matière traditionnelle, une fois qu'elle est découplée du rayonnement au moment du fond cosmologique, 380 000 ans après le Big Bang, peut se condenser sur les endroits où la matière noire est plus dense. Donc nous avons utilisé le satellite Planck pour répondre à ces questions. Alors il n'y a pas que le satellite Planck dans le paysage de la cosmologie d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres observations, mais on utilise en particulier Planck. Et Planck va nous permettre de mesurer les petites fluctuations du fond cosmologique que je vous ai introduites tout à l'heure. Donc on va faire un zoom sur cette image, non pas donc, sur une position du ciel, mais en intensité. Et donc on va zoomer cette image d'un facteur presque 1 million en intensité. Et voici donc l'image la plus précise de l'origine de l'univers, telle qu'elle nous sera jamais donnée. Cette image a été obtenue par le satellite Planck pendant à peu près 2 années d'observation. Et la différence entre les petits points orange et les petits points bleus est de l'ordre de, disons, de la centaine de micro-Kelvin, donc centaines de millionièmes de degrés sur le ciel. Et ça représente des petites vibrations de matière, qui étaient soit en train de se condenser, soit en train de se détendre. En fait, ça oscillait. Et donc cette image est la meilleure jamais obtenue parce que Planck a des détecteurs ultrasensibles refroidis à des températures extraordinaires de 0,1 Kelvin, c'est-à-dire moins 273 degrés. Et ça, c'est une prouesse européenne et française en particulier. La grande nouveauté de Planck, outre d'avoir permis d'obtenir cette image extraordinaire du fond cosmologique, c'est aussi d'avoir mesuré pour la première fois avec cette sensibilité la polarisation de la lumière du fond cosmologique. Alors sans entrer dans les détails, il y a plusieurs phénomènes physiques qui permettent de polariser la lumière, c'est d'introduire des petites variations dans la direction de dernière diffusion de la lumière, du champ électrique et du champ magnétique. Et pour la première fois, nous pouvons détecter cette polarisation sous forme, alors nous l'avons représenté, c'est assez difficile à représenter parce que ce sont des vecteurs, mais alors là on a représenté ça sous forme de petites boucles. Vous pourrez voir ça sur le web si vous tapez Planck et polarisation. Mais on voit des petites boucles partout et c'est la première fois que c'est observé et ça nous renseigne vraiment sur la manière dont l'univers vibrait. L'image d'avant en intensité représente les endroits où ça vibrait, où ça se condensait, où ça se détendait, mais la polarisation nous permet de comprendre à quelle vitesse, ce qu'on appelle la dynamique, à quelle vitesse l'univers vibrait selon les échelles. Et puis, l'information qui est cachée là, que nous n'avons pas encore trouvée, qu'on espère trouver, c'est vraiment une information sur
vraiment l'origine de l'univers, c'est-à-dire l'énergie liée à l'inflation cosmique qui a eu lieu à peu près 10,35 secondes après le Big Bang, parce que cet épisode d'inflation a relâché des ondes gravitationnelles qui sont essentiellement indétectables, sauf dans la polarisation du fond cosmologique. C'est un certain type de polarisation, mais qu'à ce jour, personne n'a encore détecté et qu'on essaie de détecter. Alors les images de Planck sont en fait 9 images du ciel complet représentées ici. Planck observait dans 9 couleurs, si vous préférez. On parle de fréquence ou de longueur d'onde, mais on peut parler aussi d'énergie ou de couleur, dans des ondes millimétriques et des ondes radio. Donc en haut, à gauche, typiquement quelques centimètres de longueur d'onde, et en bas à droite, quelques fractions de millimètres de longueur d'onde. Tout ça pour observer ce qui nous gêne, c'est-à-dire la Voie lactée. Notre Voie lactée nous gêne beaucoup, mais grâce à ça, on peut la mesurer très précisément et la soustraire du fond cosmologique qui est un peu plus lointain. Nous pouvons aussi mesurer la polarisation de différents types. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais c'est d'une richesse scientifique absolument insoupçonnée qui nous donne à voir finalement des processus physiques tout proches de nous. Ici, sur la grande image, on représente le champ magnétique tel qu'il est observé dans notre Voie lactée grâce à la polarisation. Et les scientifiques qui sont intéressés à la formation d'étoiles dans notre Voie lactée sont assez friands de ces données parce qu'on pense que le champ magnétique joue un rôle pour l'écoulement du gaz qui va donner finalement des étoiles dans notre Voie lactée. Il y a plein de questions astrophysiques qui ne sont pas encore résolues à ce jour et que Planck peut permettre de comprendre grâce à la polarisation notamment. Alors voici quelques images du fond cosmologique en bas à gauche et puis de 4 zones sélectionnées qui sont représentées par des zones un peu rectangulaires ou carrées et qui sont zoomées en haut et à droite, qui représentent en couleur l'intensité du ciel et puis sous forme de vaguelettes la direction du champ magnétique. Alors on voit que finalement pour obtenir les données très propres du fond cosmologique, il faut finalement soustraire ces images de notre Voie lactée et ce champ magnétique de notre Voie lactée pour obtenir le fond cosmologique. Donc là, il y a un défi très important et ça a demandé de très nombreux efforts et ça a demandé des développements très contemporains de nouvelles méthodes pour soustraire le mieux possible ces images de la Voie lactée qui nous gênent pour obtenir le signal cosmologique tant attendu. C'est illustré sur cette image de tout le ciel qui représente l'image totale du ciel Planck, avec en rouge-orange le fond cosmologique, qui est facilement visible sur les bords, enfin au pôle galactique, et puis toute la Voie lactée et les processus d'émission d'étoiles et de gaz froid dans notre Voie lactée, qui est représenté en violet-rose. Vous voyez que c'est difficile de enfin, vous ne voyez peut-être pas, mais en tout cas, vous voyez que le gaz est présent partout sur le ciel, quasiment, et que, après je vous dis que c'est relativement difficile de soustraire, par exemple, des petites contributions comme ça, pour extraire le fond cosmologique. C'est pour ça que nous avons utilisé les 9 fréquences et des méthodes assez modernes de séparation des composantes. Alors je ne vais pas les détailler, moi je n'ai pas été impliqué directement là-dessus, mais mes collègues ont passé beaucoup d'efforts avec des méthodes qui finalement modélisent les 9 fréquences, les 9 observations en différentes composantes astrophysiques, donc notre Voie lactée, les galaxies extérieures, les amas de galaxies, le fond cosmologique lui-même et d'autres sources de bruit. Ils ont mis ça dans un modèle et ils ont inversé le modèle avec les données et ils ont obtenu cette merveilleuse image, la plus précise à ce jour, du fond cosmologique. Je tiens à préciser que pour la première fois en cosmologie, on n'est plus du tout limité par le bruit instrumental, parce que Planck est tellement sensible qu'en fait les données ne sont plus limitées par le bruit, mais en fait on est limité par notre capacité à modéliser la Voie lactée et les autres avant-plans pour les soustraire des données et obtenir le fond cosmologique. Donc on change vraiment de paradigme, on est vraiment dans un nouveau domaine de la cosmologie où c'est la qualité de notre reconstruction et de notre soustraction du ciel qui finalement limite l'analyse cosmologique. Alors j'aimerais vous expliquer maintenant, dans cette partie liée à Planck, comment nous obtenons l'âge de l'univers, par exemple, ou les paramètres cosmologiques. Parce que parfois les gens me posent la question, oui, mais pourquoi l'univers vaut 13,8 milliards d'années et pas moins et pas plus, vous n'y étiez pas, etc. Bon, effectivement, je n'y étais pas, personne n'y était. Mais je vais vous expliquer comment on procède. Alors, nous avons une théorie physique qui prédit des choses, qui prédit, par exemple, comment le fond cosmologique doit se comporter de manière statistique.
cette théorie nous prédit aussi combien il y a de galaxies dans un volume donné, par exemple, ou combien il y a d'amas de galaxies, ou combien il y a d'étoiles. Mais cette théorie nous prédit ça de manière statistique. Elle ne nous prédit pas que dans une direction du ciel, il va y avoir une galaxie et qu'à côté, il n'y en aura pas. Ou elle ne nous prédit pas qu'à tel endroit du ciel, il va y avoir une petite fluctuation de température positive ou négative dans le fond cosmologique. Ça ne le prédit pas. Ça nous prédit en revanche un histogramme, par exemple. Il y a tant de galaxies par volume, alors pas par mètre cube, on parle ça plutôt par mégaparsec cube, ou il y a tant de fluctuations de telle intensité par degré carré dans le ciel. Et donc l'image qui est représentée derrière moi indique le cheminement. Donc on a nos données qui sont représentées par le fond cosmologique, et le modèle ne nous dit pas si là il y a une tache bleue ou si là il y a une tache orange. Mais il nous prédit la distribution statistique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les données et on va les mettre sous une forme, qui est représentée ici par les courbes, sous une forme statistique. Alors je vous explique comment on fait. On prend les données et on les filtre par échelle. Vous voyez qu'on prend les gros détails, après les détails moyens et les détails de plus en plus fins. On appelle ça une transformée en harmonique sphérique. Si vous n'avez jamais entendu ça, vous avez peut-être entendu parler de transformée de Fourier. En fait, on étudie chacun des modes de vibration, des modes d'intensité de la carte. C'est ce qu'on fait, voilà. On utilise juste les harmoniques sphériques parce que c'est adapté à la sphère, alors que la transformée de Fourier n'est pas adaptée à la sphère. Donc en fait, si vous ne connaissez pas les harmoniques sphériques ou la transformée de Fourier, ce n'est pas du tout gênant. En fait, on prend les détails des plus gros aux plus petits, mais on les sépare, c'est ça qui compte. On compte les détails qui sont gros, qu'ils soient à droite, à gauche, au milieu, peu importe, on compte leur intensité. Bon, on met au module, au carré, voilà, on fait une corrélation, et on obtient un graphe comme ceci. Ici, ce sont les modèles. On représente un graphe où, sur l'axe vertical, c'est l'intensité, en gros l'énergie, pour faire simple, et sur l'axe horizontal, c'est est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est petit? Donc à gauche, c'est grand sur le ciel, donc les modes, les petits L, pour ceux qui connaissent, et à droite, c'est petit sur le ciel, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intense, hein, mais c'est petit en taille, on appelle ça les grands multipôles, ou les grands L, ou les petites échelles. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner des milliards et des milliards et des milliards de modèles d'univers dans cet espace, parce que là, la théorie nous permet de prédire comment les fluctuations du fond cosmologique se comportent. Donc on fait tourner des milliards de modèles et on met les données dessus. Et on ne sélectionne que les modèles qui résistent aux données, parce qu'il y a des modèles qui sont trop hauts, trop bas ou pas comme il faut. Et on ne garde que les modèles qui ajustent les données, alors il n'y en a pas qu'un, hein, il y en a toute une série. Et à partir de cette série de modèles qu'on garde, on retrouve les paramètres qu'il y avait dans les modèles. Et c'est le graphe en haut. En fait, il y a une série de modèles qui convient avec une zone de confiance. C'est représenté sous la forme de la banane en haut. Là, il y a deux paramètres et un troisième représenté en couleur, mais je ne vais pas le discuter là. On a des paramètres avec un degré de confiance qui nous donne finalement, par exemple, l'âge de l'univers ou la composition de l'univers. Ici, c'est le camembert cosmique qui représente la composition de l'univers. Je vais revenir juste après. Donc c'est comme ça que l'on dit que l'univers a 13,8 milliards d'années, qu'il y a tant de matière noire, etc. Ça vient de la confrontation des données et du modèle. Si vous avez un nouveau modèle qui arrive, on pourra réanalyser les données de Planck à la lueur de ce nouveau modèle et peut-être avoir d'autres paramètres. Mais il faut bien comprendre que l'analyse de nos données se fait dans un cadre théorique avec ce modèle. Ce modèle peut être faux, ce modèle peut évoluer, les données non, les données resteront toujours telles quelles, mais on pourra toujours réanalyser ces données à la lueur de nouveaux modèles éventuellement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer l'incroyable accord des données du satellite Planck avec le modèle. Alors je représente dans le même espace, c'est-à-dire l'intensité en ordonnée et puis l'échelle angulaire en abscisse, donc les grands angles à gauche, les petits angles à droite, les données du satellite Planck qui sont représentées par les points rouges. Vous avez plusieurs pics, bon, peu importe. Voici le meilleur modèle à 6 paramètres d'univers. Je vous indique que ce modèle finalement représente toute l'histoire de l'univers jusqu'au fond cosmologique, donc à peu près les 400 000 premières années. Tout cela se synthétise en seulement 6 paramètres. Et l'accord entre les deux, voilà quel est-il. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un accord essentiellement parfait entre les points et la courbe. Nous avons un accord vraiment parfait à toutes les échelles, ce qui veut dire que notre modèle, pour l'instant, n'est pas du tout remis en cause par les données extraordinaires du satellite Planck. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, le modèle a très bien résisté. Là, je vous ai montré une courbe, mais en fait, on en a plusieurs, sans entrer dans les détails. Avec la polarisation, en fait, on arrive à ajuster la température et plusieurs modes de polarisation de manière tout aussi fine.
Donc en fait, le modèle cosmologique que nous avons aujourd'hui résiste très très bien aux données les plus fines, les plus profondes, les plus contraignantes. Et donc notre modèle est conforté. Le modèle cosmologique d'aujourd'hui, donc du Big Bang, est absolument conforté et on a à ce jour pas d'alternative crédible. Alors voilà les paramètres que nous obtenons. Je ne vais pas tous les détailler. Je vais juste indiquer celui qui est en bas, qui indique l'âge. Alors c'est vraiment tiré de l'article scientifique, hein, c'est en anglais. L'âge, 13,799 milliards d'années, plus ou moins 0,38 milliards. Nous avons une incertitude sur l'âge de l'univers de 0,3%. C'est vraiment inédit dans l'histoire de la cosmologie, l'histoire de la science, d'avoir mesuré l'âge de l'univers à 0,3%. Moi, quand j'étais étudiant il y a quelques années, à la fin de mes années universitaires, mes enseignants-chercheurs m'indiquaient que l'âge de l'univers n'était pas connu à un facteur 2 près. On ne savait pas si c'était 10 ou 20 milliards d'années. On n'avait pas de mesure. Et donc, en l'échelle de quelques années, grâce à un saut technologique majeur qu'a obtenu le satellite Planck, qu'a effectué le satellite Planck, on arrive à avoir la mesure de l'âge de l'univers à 0,3% près. C'était vraiment une avancée majeure. On arrive aussi à voir la composition de l'univers, c'est le camembert cosmique qui est représenté ici. On représente, c'est la densité d'énergie, c'est-à-dire de quoi est composé notre univers aujourd'hui. En jaune, c'est la matière traditionnelle dont vous et moi sommes faits, donc c'est 4% d'atomes à peu près. Nous avons à peu près 25% de matière noire et à peu près 3/4 d'énergie noire. Alors là, le modèle s'ajuste parfaitement, vous avez vu l'ajustement parfait. Donc on a quand même un petit problème, c'est que la matière noire et l'énergie noire, nous ignorons leur nature, voire ce n'était pas vraiment prédit par les modèles. Donc la cosmologie est aujourd'hui dans une situation paradoxale où nous avons un modèle cosmologique qui fonctionne parfaitement. Vous avez vu l'accord extraordinaire entre le modèle et les données. Néanmoins, ce modèle invoque deux composantes de l'univers qui sont la matière noire d'une part et l'énergie noire d'autre part. En fait, dark matter en anglais et dark energy, donc on peut traduire par matière sombre ou énergie sombre ou matière noire et énergie noire, qui ne sont pas encore compris. Donc c'est l'enjeu de la cosmologie actuelle et future d'essayer de comprendre ce que sont cette matière noire et cette énergie noire. Alors la révolution de Planck, le satellite Planck a vraiment obtenu des résultats majeurs que je viens de vous présenter, et je vais vous en présenter encore quelques autres dans les 5 prochaines minutes, les 5 dernières minutes j'imagine, en vous montrant ici les 3 générations de satellites qui ont observé le fameux fond cosmologique, en partant du satellite américain COBE dans les années 90, le satellite WMAP dans les années 2000, et puis Planck, nous, dans les années 2010. Il faut savoir que Planck et WMAP ont été programmés la même année, en 1996, mais la NASA était beaucoup plus rapide et l'Agence spatiale européenne a été un peu plus lente. Mais vous voyez la différence, vous voyez peut-être ou pas qu'en fait le détail sur les fluctuations est vraiment impressionnant à chaque génération, on voit de mieux en mieux. Et pour vous donner une illustration de pourquoi l'Agence spatiale européenne et puis le CNES et puis les Français en particulier qui ont vraiment piloté la mission Planck ont mis à peu près 10 ans de plus que la NASA pour obtenir cette image. Ce n'est pas parce qu'on est moins bon ou plus lent, c'est tout simplement parce que nous avons développé une toute nouvelle technologie qui n'avait jamais été dans l'espace. Cette technologie s'appelle des bolomètres refroidis à température cryogénique. Pour vous donner une idée de cet achievement en anglais, enfin je n'ai pas le mot en français, mais enfin vraiment du caractère vraiment impressionnant de cette technologie, si vous observez 1 an avec le satellite Planck, ça équivaut à observer beaucoup plus d'années que le satellite WMAP. Donc, une année de Planck, ça n'est pas 10 ans de WMAP, ça n'est pas 100 ans de WMAP, mais c'est 1000 ans de WMAP. Donc, en fait, nous avons développé une nouvelle technologie qui, en 1 an, équivalait à 1000 ans d'observation de la génération précédente. C'est pour ça que ça nous a pris un peu plus de temps de développer, une dizaine d'années, parce qu'il fallait envoyer dans l'espace un instrument refroidi à 0,1 Kelvin, ce qui est une première mondiale et un succès vraiment impressionnant. Planck a permis aussi de donner des résultats incroyables sur vraiment l'origine de l'univers, qu'on appelle l'inflation cosmique.
Alors je ne vais pas vraiment détailler le graphe que je mets ici à l'écran, qui est issu de nos publications Planck, mais je vous indique juste que cette période énigmatique qui a lieu, qui s'est finie vers 10 puissance moins 35 secondes, nous arrivons à mettre des mesures et des degrés de confiance sur les paramètres de cette époque-là, qui est représenté sur les deux axes, mais sur l'axe Y, c'est le rapport tenseur sur scalaire, et sur l'axe X, c'est la pente du spectre initial des fluctuations. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais je veux juste vous montrer que la zone de Planck, c'est la zone en bleu foncé et en bleu clair, et on voit déjà qu'on arrive à tuer finalement des modèles, à exclure des modèles d'inflation, chose qui n'avait jamais été faite, et on a prouvé pour la première fois que le scénario d'inflation cosmique est compatible avec les données. C'est pareil, ça n'avait jamais été fait avant Planck, parce que notre zone de confiance est tellement petite qu'on arrive à faire le tri dans les modèles d'inflation. Et ça, c'est une évolution vraiment majeure de la cosmologie. Et enfin, peut-être dernier résultat du satellite Planck, c'est que Planck révèle l'invisible. Planck a permis de révéler la matière noire. Alors, je vais vous indiquer comment nous avons procédé. Nous avons procédé de la manière suivante. Sur ce schéma est représentée la lumière du fond cosmologique, qui est donc relâchée au début de l'univers. Et la lumière ensuite se propage dans l'univers jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui est représentée ici en bas à droite. Mais entre-temps, la matière s'est condensée pour former des galaxies et des amas de galaxies. Et la lumière n'est pas insensible à ces changements, puisque la lumière est déviée quand elle voit des très grosses masses. Ce sont des effets de relativité générale. Donc en fait, la lumière du fond cosmologique ne nous arrive pas en ligne droite, mais elle arrive un petit peu déviée au gré de ces rencontres avec des amas de galaxies, par exemple, ou des grandes structures, là où il y a de la masse, de la matière noire, typiquement. C'est dominé par la matière noire. Il y a typiquement 5 fois plus de matière noire que de matière traditionnelle. Et donc, si on avait un moyen de mesurer ces déflexions, on pourrait retrouver, en fait, la quantité de matière qu'il y a dans l'univers et là où se trouve la matière noire. Et bien, figurez-vous qu'on a réussi. Alors, je vous montre une simulation qui explique ce phénomène. Alors, voici une simulation qui représente le fond cosmologique, mais sans grande structure entre le fond cosmologique et nous, sans matière noire sur la ligne de visée. Et la deuxième image qui est ici représente la même chose, mais avec de la matière noire sur le chemin. On appelle ça après le lensing. Alors, je vous montre la différence entre les deux. Regardez bien. C'est peut-être pas super évident, mais en fait, on voit des petits détails, ça bouge un tout petit peu. Et en fait, ce sont des petits détails que nous avons réussi à mesurer. Et pour la première fois, la collaboration Planck a relâché la carte du ciel complet de la matière noire que je vous présente ici. Tout ça est public. Hein. Vous avez pour la première fois sur le ciel complet la représentation des endroits où il y a plus de matière noire que d'autres. Alors notre mesure exceptionnelle, historique, oserais-je dire, elle a un petit défaut, c'est qu'elle ne nous dit pas à quelle époque cosmique était présente cette matière noire. Elle nous dit juste que sur chaque ligne de visée, la lumière du fond cosmologique a vu beaucoup de matière noire ou pas. Et puis il y a des zones sur lesquelles on ne pouvait pas le faire, c'est par exemple le plan de la Voie lactée ou d'autres zones où là la lumière du fond cosmologique est trop faible à cause de notre Voie lactée. Mais nous avons pu mesurer cette quantité de matière noire présente dans l'univers et c'est vraiment une avancée majeure pour la cosmologie et l'astrophysique. Tous ces résultats Planck ont eu un certain écho dans les médias et dans la presse internationale. C'est la première fois qu'une expérience européenne fait la une du New York Times, par exemple. Alors voilà, nous on s'en fiche un petit peu, les scientifiques, mais enfin ça fait plaisir. Hein. Ça, je vous mentirais si je vous disais que ça ne nous faisait pas plaisir. Donc voilà, profitons-en, que notre travail a été vraiment visible et s'est propagé au-delà des cénacles scientifiques. Et puis je vais vous évoquer un dernier résultat sur lequel moi je travaille plus particulièrement, qui démontre finalement la richesse des données Planck, hein, parce que les données du satellite Planck et de toute expérience spatiale en général et de tout observatoire même au sol, la richesse des données fait qu'on peut trouver d'autres choses que ce qu'on cherchait, et c'est le cas ici. On pense que nous avons découvert finalement les premiers amas de galaxies. Alors c'est un travail en cours, j'utilise le conditionnel parce que beaucoup de travail reste à faire, on n'a pas encore de preuves formelles, mais on a quand même l'impression qu'avec les données des satellites Planck et Herschel, nous sommes sur la piste des premiers amas de galaxies. Alors comment avons-nous fait? Nous avons, sur le ciel Planck qui est représenté en orange en bas, découvert des points froids, des petites zones qui étaient probablement le lieu de concentration de galaxies incroyables. Alors nous avons fait des zooms sur les petites images sur le côté, des zooms avec le satellite Herschel qui montrent
qu'en fait on a des concentrations invraisemblables de galaxies, et donc ça nous met sur la piste des premiers amas de galaxies. Et l'image suivante vous démontre un peu cette piste que nous avons. L'image de droite représente l'image zoomée de Planck prise avec le satellite Herschel, et on va faire encore un zoom sur cette petite source ici brillante. On a pointé un autre satellite qui s'appelle Herschel, et on voit avec une résolution à peu près 10 fois meilleure qu'il y a de nombreuses galaxies. Alors pour résumer, avec Planck on voit des grosses zones qui se transforment en grosses galaxies brillantes avec Herschel, et chacune de ce qu'on pensait être des galaxies brillantes avec Herschel se transforme en fait en dizaines de galaxies vues avec le satellite Spitzer. Donc on pense avoir découvert ces amas de galaxies. C'est un travail en cours qui est de longue haleine, mais en tout cas qui nous excite et sur lequel on travaille. Alors je vais conclure en vous disant que l'univers est rythmé à différentes échelles. Vous avez peut-être compris que l'univers primordial était en vibration, et que ces vibrations nous permettent d'avoir une carte d'identité complète des processus physiques, et en tout cas de l'univers jeune, grâce au fond cosmologique. Et donc ces vibrations se retrouvent dans la lumière du fond cosmologique que nous avons détecté de manière incroyablement fine avec le satellite Planck. Ces mesures sont en parfait accord, ou essentiellement parfaitement, il n'y a pas de perfection en science, mais en très bon accord avec le modèle du Big Bang, pour faire simple, le modèle cosmologique actuel. Donc ce modèle est conforté, parce qu'il y avait aussi des prédictions qui se sont avérées observées et confirmées par nos données. Et puis il y a beaucoup de résultats que je n'ose pas qualifier d'annexes, mais qui sont annexes par rapport au fond cosmologique. Par exemple, cette détection de la matière noire sur tout le ciel, ou la détection conditionnelle de premiers amas de galaxies, et plein d'autres résultats. Il y a plus d'une centaine d'articles scientifiques sur les données Planck, donc il était difficile pour moi d'aborder tous les domaines-là, mais je puis vous assurer qu'il y a vraiment une richesse de résultats invraisemblables. Néanmoins, de grandes questions demeurent sur ce modèle cosmologique. Vous l'avez vu, la matière noire et l'énergie noire nous demeurent inconnues, mystérieuses, et donc Planck tout seul ne peut pas répondre à ces questions, et donc il faudra d'autres satellites, comme par exemple le satellite Euclide de l'Agence spatiale européenne, sur lequel nous travaillons en ce moment, qui sera lancé fin 2020 ou peut-être 2021, et qui cartographiera des milliards et des milliards de galaxies dans le visible et l'infrarouge proche, et qui nous permettra d'observer toujours les vibrations, mais alors pas du fond cosmologique cette fois-ci, mais des galaxies, parce que figurez-vous que les vibrations de l'univers telles que tracées dans le fond cosmologique se retrouvent aujourd'hui dans la répartition à grande échelle des galaxies. On appelle ça les oscillations acoustiques de baryons. Eh bien, Euclide et d'autres expériences au sol vont nous permettre de mesurer cette corrélation des galaxies avec une précision ultra fine, et nous rendre compte et nous informer sur l'accélération et l'expansion de l'univers, donc c'est lié à l'énergie noire d'une part, et puis à la structuration de la matière et aux déviations de la lumière par effet gravitationnel faible, pour trouver la matière noire. Donc on espère beaucoup de cette expérience dans les années 2021 jusqu'à 2025. Et puis on cherche aussi à comprendre mieux précisément l'inflation cosmique, parce que Planck a révolutionné le domaine, mais Planck n'est pas suffisant, notamment avec la polarisation. Et donc, il y a beaucoup d'efforts aujourd'hui, qu'il s'agisse du sol ou de l'espace, pour essayer de comprendre la polarisation du fond cosmologique, enfin de mesurer et de comprendre l'inflation cosmique. Et je finirai par ces deux images, en vous indiquant que c'est très intéressant d'être scientifique et de travailler sur ces données absolument incroyables qui nous font toucher du doigt finalement l'origine de l'univers. Et ce n'est pas non plus inintéressant de se rendre compte que cette image un peu iconique du fond cosmologique, que vous avez peut-être déjà tous vu, se retrouve donc dans les médias, on l'a vu, mais aussi dans différents champs de la connaissance ou de l'art même. J'ai retrouvé cette image dans des manifestations artistiques qui ont inspiré, peut-être pas des écrivains, mais en tout cas des artistes. Et donc cette image est peut-être aussi intéressante à comparer avec l'image de la Terre vue par les astronautes qui voyageaient sur la Lune, enfin là qui voyageaient en orbite, c'était Apollo 8 en 1968, qui est devenue une image iconique aussi. Et ces images iconiques finalement sortent du domaine de la science, et c'est tant mieux, parce que finalement tous les citoyens peuvent s'approprier ce genre d'image. Et pour conclure, je dirais que parfois on me demande « mais à quoi ça sert ce que vous faites? Ça coûte cher ?» Et bien je répondrai par une question qui est est-ce que ça vous change votre quotidien de savoir que nous ne vivons pas sur une Terre plate et au centre de l'univers, qui est finalement une conception très médiévale du monde?
Est-ce que ça vous change votre quotidien de savoir que vous êtes dans un univers qui n'est donc ni plat, enfin une Terre qui n'est ni plate ni au centre de l'univers? Et je répondrai que nos travaux sont utiles pour la science et pour la société, parce que nos travaux scientifiques engendrent des progrès technologiques et de concepts, mais peut-être plus important que ça, que toutes les retombées qui sont importantes, hein, je ne vais pas l'évoquer ici maintenant, ça serait peut-être trop long, mais plus important, ces données et ces travaux nous donnent à penser le monde, nous donnent à penser la place de l'homme dans l'univers, nous donnent à penser quelle est l'origine de l'univers, et toutes ces questions finalement très fondamentales sont peut-être plus importantes que les détails du boson de Higgs ou du fond cosmologique, mais j'ai la faiblesse de penser néanmoins que tous ces questionnements fondamentaux nous irriguent et nous nourrissent au quotidien, quel que soit notre statut. Le fait simplement d'être humain nous ouvre vers l'univers, et ces travaux participent de notre conception du monde, notre conception de l'univers, et j'ai la faiblesse de penser que ces travaux sont importants pour nous positionner en tant qu'humains. Je finirai sur cette note optimiste de conception du monde. Merci de votre attention et j'attends vos questions s'il y en a. Merci Hervé pour cette très jolie conférence. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment fascinant de voir ce qu'on peut apprendre de notre univers en le regardant simplement finalement avec des yeux, bon certes un peu plus perfectionnés que ceux dont la nature nous a dotés, mais finalement on ne fait que le regarder, si j'ai bien compris. Exactement. Alors justement, j'ai une première question d'ailleurs à propos du fond cosmologique. Il y a des internautes qui se demandent si tout un chacun peut le voir, le détecter. En particulier un internaute qui me demande si c'est vrai que la neige qu'on voyait sur les écrans de télé avant la TNT vient de ce fond cosmologique. Oui, alors la réponse est partiellement vraie. Effectivement, si on prend tous les photons dans l'univers, il y en a 99% qui viennent de ce fond cosmologique. Après, le brouillard qui existait sur les télés avant la TNT, donc le brouillard qui venait en mettant une antenne radio sur le toit, effectivement, je ne sais plus à calculer que 1% de ce petit brouillage, ce brouillard télévisuel que l'on voyait, provenait du fond cosmologique. En faisant le calcul, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a 1% de ce bruit qui provient du fond cosmologique. Parce que sur Terre, en fait, il y a d'autres natures de bruit. Il y a l'atmosphère d'abord, qui rayonne beaucoup. Il y a la Voie lactée, qui rayonne aussi très, très important, de manière importante. Vous l'avez vu sur les images de Planck, hein. C'est pareil avec une antenne au sol. Donc en fait, il y a beaucoup de contaminants, on appelle ça des avant-plans contaminants, qui brouillent un peu le message, mais il y a quand même de la lumière qui nous parvient. Et donc oui, on peut l'observer du sol. Alors moi, je fais même des TP avec des collègues, hein, donc à Orsay, à Paris Sud, mais aussi avec des collègues de Paris Diderot, Paris 7 et puis l'UPMC Paris 6, mais c'est vrai aussi dans d'autres universités. Si vous prenez des antennes satellites et que vous détournez un tout petit peu l'électronique et vous refroidissez un petit peu à l'azote liquide, bon, il faut faire quelques petits détournements, et bien nous, en quelques heures, avec des étudiants de Master 2, on peut détecter le fond cosmologique en pleine ville, avec une méthode un petit peu veleuse, mais si vous tapez sur le web Penzias et Wilson ou fond cosmologique TP Master, vous retomberez sur ces pages-là. Et nous, en une journée, avec nos étudiants, on arrive à leur faire détecter la présence du fond cosmologique avec une méthodologie similaire à celle qu'avaient eu Penzias et Wilson dans les années 60, mais là avec une électronique grand public pour pas très cher. Donc avec un peu de ruse, on y arrive aussi. D'accord, ben merci beaucoup. Alors j'ai une autre question qui est, en gros, est-ce que ça a un sens de demander ce qu'il y avait avant le Big Bang? Oui, alors cette question revient souvent, effectivement. Et souvent on répond ça n'a pas de sens. Alors moi j'aime pas les questions qui n'ont pas de sens parce que ça fait genre, voilà, vous êtes trop bête pour poser la question, en fait c'est pas vrai. Donc il est vrai que dans le cadre cosmologique actuel, avant le mur de Planck, alors là c'est pas du satellite, hein, c'est du physicien qui est à peu près 10-43 secondes après le Big Bang, l'état physique de notre univers est tel que la densité d'énergie est tellement grande que la notion d'énergie, de temps et d'espace ne sont plus descriptibles par la physique que l'on connaît. Donc la réponse simple, c'est de dire, à un temps inférieur à 10-43 secondes, les notions de temps, d'énergie et d'espace ne sont plus valides, parce qu'on est dans un univers hautement quantique, et donc tout cela se brouille. Donc c'est en ce sens qu'on dit que la question n'a pas de sens, parce qu'en fait le temps, quelque part, n'est plus descriptible par les outils que l'on a aujourd'hui. Alors c'est une manière aussi de se cacher derrière notre ignorance, hein, mais c'est vrai que formellement, la notion de temps, ben, on ne sait pas si c'est valide. Donc il est difficile d'appliquer une question relative au temps à un univers dans lequel la notion de temps n'est plus valide. Ou en tout cas, on ne sait pas comment ça se passe. Donc quand les gens répondent « cette question n'a pas de sens », c'est ça qu'on veut dire. Ça veut dire que dans l'univers à 10-43 secondes,
La notion physique du temps, de l'espace et de l'énergie ne sont plus valides. Donc on ne peut pas appliquer un concept non valide à un univers dans lequel ce n'est pas applicable. Donc c'est en ce sens qu'on dit que voilà, ça n'a pas de sens. En revanche, j'ai des collègues théoriciens qui travaillent sur des modèles d'univers, à rebond par exemple, qui disent qu'il y a un univers qui s'est contracté, un univers précédent, qui s'est contracté et puis qui aboutit à un Big Bang qui est notre univers. Donc là, c'est tout à fait possible d'imaginer un temps avant le Big Bang, avec une zone grise, effectivement, qui est que quand l'univers précédent était très dense, très chaud, et qui aboutit à notre Big Bang, là, la notion de temps n'est plus vraiment valide. Ça, c'est toujours vrai. Mais ces collègues-là arrivent à obtenir des prédictions qui ne violent pas la physique, les lois de la physique. Donc, on peut quand même parler d'un temps d'avant. Mais c'est vrai que c'est un sujet très glissant. C'est des concepts théoriques très poussés, très affinés. Et donc, il faut faire attention, quand on parle de vulgarisation scientifique, à utiliser les bons mots et les bons concepts. Donc la réponse courte, c'est le temps n'a plus cours, mais il est néanmoins possible d'invoquer des modèles où il se passe des choses avant. Voilà la réponse courte, et j'espère claire. D'accord, merci. Je pense que c'est clair, effectivement. Alors, j'ai une autre question qui concerne la matière noire et l'énergie noire. J'ai l'impression que ça a beaucoup intrigué nos internautes. Parce qu'en fait, si on a bien compris, donc elle est dans le modèle cosmologique, mais à l'opposé, tu dis qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui. Et du coup, ça semble un peu paradoxal. En particulier, est-ce qu'on a un peu des pistes sur ce que c'est enfin, voilà. Effectivement. Alors, d'où ça vient? Là, je vous donne une vision vraiment contemporaine et vraiment mise à jour d'il y a quelques semaines. Il faut savoir que le concept de matière noire existe depuis les années 1930. En fait, depuis les années 1930, on observe les mouvements des galaxies, des amas de galaxies, etc. On se rend compte que la matière visible, c'est-à-dire les étoiles, pour faire simple, le gaz chaud, ne rendent pas compte de la dynamique des galaxies. Donc très tôt, 1930, ça remonte quand même, très tôt, les physiciens ont introduit, un peu comme une poudre de perlimpinpin, ont introduit cette notion de matière noire en disant s'il y avait une matière qui n'était pas visible, ça résoudrait tout le problème. Et aujourd'hui, on en a vraiment besoin en cosmologie, c'est-à-dire même pour expliquer le fond cosmologique, parce qu'il y a eu des débats sur le mode « Ah oui, mais les astrophysiciens ne réussissent pas à observer suffisamment clairement la rotation des galaxies ou les vitesses d'ensemble dans les amas de galaxies, il y a toujours des biais, en fait tout ça c'est un peu pipeau. » En fait non, maintenant c'est mesuré très précisément, mais on a vraiment besoin, dans le fond cosmologique aussi, d'invoquer de la matière noire. Parce que ça explique les vibrations, en fait. Donc en fait, on a besoin d'expliquer quelque chose en lien avec la gravitation. Et si vous ajoutez un seul argument, ou une seule composante, qui est cette matière noire, vous résolvez plein de problèmes. Le problème de la vibration de l'univers au moment du fond cosmologique, le problème des mouvements des galaxies à l'intérieur d'elles, qui tournent, et puis en amas de galaxies. Donc souvent la physique, on aime bien les arguments et les ingrédients les plus simples possibles. Et donc la matière noire est le meilleur candidat pour expliquer tous ces problèmes. En revanche, nous ignorons sa nature. Les physiciens des particules nous aident beaucoup en essayant de faire des détections directes. On pensait que ça pouvait être le neutrino, mais en fait le neutrino n'est pas assez massif. Donc il y a peut-être d'autres types de particules, des particules supersymétriques ou d'autres particules plus exotiques qui pourraient expliquer cette matière noire. Il se pourrait aussi, c'est plus spéculatif, mais des collègues travaillent là-dessus, que la théorie de la gravitation que nous avons n'est pas bonne à grande échelle. Donc si vous changez la gravitation à très grande échelle et à faible accélération, pour expliquer les mouvements un peu bizarres des galaxies ou la vibration de l'univers, vous pourriez éventuellement, pour l'instant ça ne marche pas, mais vous pourriez éventuellement expliquer ce qu'on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui et pour lesquels on invoque de la matière noire. Donc le débat n'est pas clos, il peut y avoir différentes natures de matière noire, différentes particules, et ça pourrait être aussi une théorie de la gravitation à revoir, ou tout ça en même temps. Voilà. Mais en tout cas, nous, on utilise ce qu'on appelle une équation d'état, c'est-à-dire, dans le modèle cosmologique, une équation toute simple qui décrit ce fluide qui attire, et c'est ce qu'on appelle la matière noire, et ça marche parfaitement. Donc le paradoxe, il est là, c'est qu'on a une description scientifique très claire de quelles propriétés ça doit avoir, même si on ne l'a jamais vu. Et pour l'énergie noire, c'est pareil, ça a été découvert en 1998, ils ont eu le prix Nobel d'ailleurs, je crois en 2007, pour la découverte de l'expansion accélérée de l'univers. On ne comprend pas trop pourquoi déjà c'est en expansion, bon on y arrive, mais l'expansion en plus est accélérée. Donc il faut rajouter un fluide qui a une équation d'état, pareil, assez précise,
Équation d'état, ça relie pression et densité, hein. Donc tout ça est très bien décrit dans les équations du modèle cosmologique, et ça s'ajuste parfaitement, vous l'avez vu. Par contre, on ne sait pas quoi mettre derrière, on ne sait pas quoi mettre dedans, dans cette énergie noire qui explique l'expansion accélérée. Alors là, par contre, c'est un peu plus délicat parce qu'on n'a pas vraiment de prédiction physique pour expliquer cette énergie noire. Donc Euclide va permettre d'améliorer ça dans quelques années, et donc d'autres expériences également. Et là, il y a d'autres scénarios alternatifs qui sont discutés, ils sont pas encore vraiment, ils sont pas à la mode, mais si par exemple le modèle de principe, enfin si le principe cosmologique est violé, hein, le principe cosmologique vous dit que l'univers est à peu près pareil à toutes les échelles, homogène, etc., il n'y a pas de point privilégié. Si vous violez ce principe et que vous dites par exemple que nous serions dans un super vide, et donc autour de nous, ça serait des super pleins en quelque sorte, et bien vous verriez les galaxies lointaines s'accélérer parce qu'elles seraient attirées par les pleins qui sont en dehors de nous. Et donc ça pourrait expliquer l'énergie noire juste par le fait qu'on est dans un super vide. Mais là, donc, on doit violer le principe cosmologique, mais garder la physique traditionnelle. Si par contre le principe cosmologique demeure, eh ben, il faut qu'on trouve quelque chose pour expliquer cette énergie sombre. Voilà. Donc ça paraît artificiel, mais en fait on a de bonnes raisons d'invoquer ça. Et puis dernier point, sans être trop long, on est peut-être à l'aube d'une nouvelle physique, et tout simplement cette matière noire et cette énergie noire nous disent juste qu'on n'a pas compris notre univers. Alors on n'a pas compris l'univers, mais on arrive à le mettre en équation, vous l'avez vu, de manière très précise. Encore beaucoup de travail pour les chercheurs. Du travail pour les jeunes générations. Alors, on va finir sur une dernière question. On a beaucoup parlé du passé de l'univers, oui. Et qu'en est-il de l'avenir ? Alors l'avenir, il est très prévisible. Vous avez vu que nos paramètres fonctionnent, enfin pour l'instant ne sont pas mis en défaut, ni le modèle ni les paramètres. Donc avec ces paramètres cosmologiques, on peut prédire l'avenir. Et alors l'avenir, désolé de vous décevoir, l'avenir est un peu triste et lugubre et monotone. L'univers va continuer à s'expandre indéfiniment et se refroidir encore plus, jusqu'à ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers, c'est-à-dire que les étoiles vont encore se former, mais à un rythme de plus en plus bas, de plus en plus faible dans nos galaxies. Il arrivera un moment où le gaz sera que dans des étoiles qui vont mourir, il n'y aura plus de nouveaux gaz pour former de nouvelles étoiles, et donc progressivement les galaxies vont s'éteindre. Vous savez, les galaxies ont de la matière noire et la poussière et du gaz, mais tout ça sera condensé dans des étoiles. Les étoiles vont s'éteindre, donc les galaxies vont s'éteindre. Éventuellement, tout ça va se transformer en trous noirs de plus en plus massifs, parce que tout ça va tourner et peut-être s'accréter. Et nous arriverons à un univers froid, obscur. La lumière pourra se propager, mais il n'y aura plus d'étoiles pour générer de la nouvelle lumière. Donc on se retrouvera avec un univers très froid, très dilué, avec que des trous noirs et pas grand-chose autour. Mais ça, c'est dans plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'années. Donc ça va se refroidir tranquillement. Voilà, ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Il n'y aura rien de vraiment très, très sexy, mais c'est un peu triste. Mais on ne sera pas là pour le voir, ce sera dans très longtemps. Oui, un peu triste, effectivement. Bon, on va s'arrêter sur cette note. Hervé, encore merci pour cette très jolie conférence. Merci de votre invitation. Chers internautes, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur Twitter. Oui, j'essaierai d'y répondre à quelques-unes. Voilà, avec le hashtag QuitQuam. Et puis cette conférence sera disponible en totalité sur la chaîne vidéo YouTube d'Uniciel d'ici quelques minutes. Merci à vous, au revoir. Au revoir.